Première chose, donc l'année dernière, on a fait une journée spéciale consacrée au HDR à Paris. C'est presque un an jour pour jour. On avait fait un tour d'horizon assez large. Depuis l'année dernière, est-ce qu'il y a eu des choses majeures qui se sont passées dans le domaine du HDR, que ce soit en termes de prise de vue, de post-production sur les outils, d'équipement aussi, je pense, et bien sûr, bon, on va parler aussi de la projection. Je propose de faire un tour de table rapide. Donc Philippe, d'abord. Oui, bonjour. Nous, ce qu'on a de nouveau, c'est un moniteur HDR de 20 pouces et qu'on a essayé d'adapter au terrain. Sachant qu'on est parti d'une petite statistique qu'on a fait chez Panavision, c'est qu'on a à peu près 300-350 moniteurs qui vont du 5 pouces au 32 pouces. Et on a cherché le moniteur qui était le plus utilisé sur le terrain. Sachant que c'est un 17 pouces et que pourquoi un 17 pouces? Parce que ce moniteur fonctionne sur batterie et est assez léger aussi, puisque sur le terrain, on doit le déplacer beaucoup et certainement l'alimenter beaucoup. Donc il nous fallait trouver un moniteur qui soit pratique au niveau du poids, de l'encombrement et de l'alimentation, qui puisse marcher sur batterie. Donc on a trouvé un moniteur dans un salon qui consomme 40 watts. Donc on peut alimenter sur une batterie enfichable qui est la batterie identique à la caméra, qu'on peut alimenter au niveau du signal par un HF qui est aussi accroché au moniteur et qui se déplace facilement sur le tournage. Après, ce moniteur a la possibilité de rentrer des luttes à la fonction HDR et on peut aussi splitter l'image en deux avec une partie SDR et HDR pour voir les différences. Voilà le nouveau moniteur qu'on a maintenant chez Panavision et qu'on a amené aussi là, sur le petit stand devant que vous pourrez voir tout à l'heure ou venir voir chez Panavision. On avait commencé à travailler avec Eclair Color pour avoir une chaîne qui va de la prise de vue à l'étalonnage pour le moniteur. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre ce type de développement. Au niveau demande HDR sur les tournages en France, pour l'instant, c'est très calme. Pour l'instant, la dire. demande, c'est plus que très calme, oui. Mais on se prépare et on invite tout le monde à venir voir ce moniteur et à travailler pour le présenter. Jean-Philippe, alors, on sort de la keynote Barco, donc on a vu qu'il y avait du nouveau, mais c'est vrai que l'année dernière, on avait beaucoup parlé de Eclair Color et Dolby Vision, qui étaient les deux invités. Cette année, vous êtes là et vous semblez être un troisième interlocuteur sérieux dans le domaine maintenant. Oui, alors je ne vais pas reprendre les points que j'ai évoqués avant, mais nous, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on est sorti du laboratoire, de la phase laboratoire où on regardait les images entre nous, ce qu'on pouvait faire, et on a décidé de montrer donc le prototype HDR à CinemaCon, de travailler avec la Fox on a montré 20 minutes, mais en fait on a à peu près 2 heures de choses qui ont été faites en HDR. Et on a, dans le même temps, travaillé aux outils avec Filmlight. Donc, je ne vais pas redire tout ce qu'on a fait avec Harry aussi. Donc, nous, ça nous a occupé beaucoup cette année. On considère que le HDR va venir au cinéma par la pression aussi de la télévision. Après, ce qu'on voit en télévision, du HDR très clinquant, où on a besoin de montrer, c'est le monde de la télévision aussi, c'est pas le cas de tous les livrables, mais on a besoin aussi de montrer, les téléviseurs font ça très bien aussi, qu'il y a une grosse différence entre le SDR et le HDR. Donc on a regardé beaucoup ce qui se faisait en télévision, ce qui se faisait en LED aussi, parce que le LED arrive au cinéma, mais là vraiment par le très haut de gamme. Donc voilà, on a fait un tour d'horizon de tout ce qui se faisait et on est convaincu qu'on peut arriver au cinéma avec du HDR qui ne va pas faire fuir tout le monde et qui a un vrai sens artistique. Enfin, on l'a évoqué dans la présentation, mais surtout un aspect économique, parce qu'on a vu que la solution Dolby Vision coûtait extrêmement cher, il y en avait très très peu. Bon, en tant que fabricant, on a forcément de la concurrence, mais quand on fait du SDR, on a des images qui se ressemblent beaucoup entre les fabricants. Nous, quand on travaille à améliorer l'image, à amener quelque chose de nouveau, on est très content que d'autres le fassent aussi. Et donc, c'est de la concurrence saine. Et ce qu'on a vu ce qu'on voit avec Dolby,
ou d'autres solutions, on est content que ça arrive. Nous, le point qui nous intéresse, c'est d'arriver à amener ça dans tous les cinémas. Alors, c'est une technologie qui est basée sur le laser, donc c'est pas, je veux dire, pas pour tous les cinémas. Mais le but, c'est que ce ne soit pas quelque chose de niche, que ce ne soit pas un format propriétaire fermé ou une solution où il faut payer 20 € par ticket sans dénigrer ces choses-là. Mais le but, c'est en tant que fabricant, c'est d'amener à nos clients qui sont les exploitants une solution HDR. Fabien, alors Sony, l'année dernière, c'est vrai qu'on avait senti que Sony et le HDR, c'était surtout le broadcast. C'était là où vous aviez le plus d'intérêt et le plus de développement. Est-ce que ça a changé depuis l'année dernière? Voilà. Bonsoir à tous. Oui, alors du coup, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution depuis l'année dernière? Alors, pour reprendre un petit peu, pour continuer ce que tu disais, il y a eu la Coupe du Monde. D'accord, donc ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas le thème principal. On est dans un événement, voilà, dans un événement AFC, mais c'est intéressant de voir qu'au niveau technologique, voilà, il y a des différentes parties du monde de l'image qui s'entrechoquent et qui vont à différentes vitesses. Donc c'est vrai que le HDR dans l'univers dit broadcast, ou encore plus particulier dans l'univers du sport, lui a beaucoup plus et beaucoup moins calme pour le coup que sur le tournage de fiction, de pub ou de long métrage. Puisque là, pour le coup, il y a un vrai engouement. Il y a vraiment eu là, pour le coup, une démonstration technique faite au niveau global avec une diffusion internationale sur différents standards. Donc, comme on l'a vu l'année dernière, il y a eu plusieurs standards disponibles pour les différents broadcasters qui venaient souscrire au signal qui sortait de Russie. Et donc, qui ont été diffusés dans différents pays, certains avec la conversion, certains directement sur des flux natifs. Okay, donc ça a été un premier vrai événement à l'échelle mondiale de retransmission globale très large 4K HDR. Et donc on est aujourd'hui en parc installé ça a dépassé, alors qu'est-ce qu'il me disait la dernière fois, ça a dépassé dernièrement les 30% de téléviseurs qui peuvent recevoir ça. Donc oui, il y a... À l'échelle mondiale donc, hein, 30%. Non, alors moi je parlais avec mon collègue européen, donc à l'échelle européenne, d'accord. Donc ouais, c'est une base. Alors, je sais que tu parles aussi des fois avec les gens de Netflix ou autres. Ils te diront eux de leur côté, ils savent aussi exactement combien de téléviseurs peuvent exactement recevoir le signal et tout. C'est des proportions assez fortes. Donc c'est pour ça que le thème existe. Maintenant, ce qu'on a comme retour aussi chez Sony, voyant la partie sport broadcast et voyant la partie plutôt fiction long métrage, on s'aperçoit qu'on ne parle pas du même HDR. Quand on voit une restauration, comme on l'a vu là, pendant le colloque là, sur les images d'Aventi, ou quand on voit quelque chose fait dans un métrage, ça n'a rien à voir en termes d'approche, même si c'est la même technologie, même si c'est les mêmes normes, sur le rendu final. On revient sur ce que tu disais sur la culture, elle est très différente. On ne montre pas des images spectaculaires, on travaille beaucoup plus en finesse, et les pics de HDR qu'on voit, les pics de spéculaire et de haute lumière, sont beaucoup plus tenus, et on reste, on va dire, dans des schémas autour des 200-300 nits, quand on va vraiment très haut. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous a interpellés, en voyant que sur une technologie commune, et ben finalement, suivant les images qu'on fait, et ben on peut l'utiliser différemment ce HDR. Chez Harry, est-ce qu'on travaille aussi beaucoup sur le HDR et dans quel domaine? Plutôt sur la prise de vue ou là encore, bon, vous êtes dans le département développement des post-productions, donc c'est plutôt votre rayon, mais voilà, quel est le son de cloche et quelle est l'ambiance de mood chez Harry sur le HDR? Well, let's start at the camera side. I mean, since Harry builds the camera with the highest dynamic range capture in a single sensor, since 2010, we brought out another camera which basically works on the same sensor technology, which is the Alexa LF. In that year, when we brought out the camera, we basically worked a lot on having an easier workflow for DOPs. So when they shoot, that they have their creative look and they can use their creative look for SDR and HDR later on. So the good example is our ARRI look library, which actually is independent on the deliverable you're working for. It is a creative decision and it's a look,
and it has nothing to do with the deliverable if it's SDR or HDR later on. So we've worked a lot on that. We also worked on HDR multi-camera productions with some partners in Europe to make live productions of HDR happening with our cameras. So there's a lot of HDR happening on that side, and on the high-end cameras, it's of course feature films. So it's cameras for the big Hollywood shows, which definitely all are doing HDR versions for cinema and broadcast. And then at the same time, we're seeing a lot of push from the streaming services, so services like Netflix and Amazon, which are basically doing all their shows now in HDR. And that kind of carries me over to the post-production side. So we're doing probably the big bulk of the productions in Germany for Netflix and Amazon. We have post-production companies we've got 2 in Berlin, 2 in Munich, we have Cologne. So we have there are a few more. So we're spread out over Germany, and we kind of do the bigger TV shows, and of course we do them in HDR. As a post-production company, for us it was always important. We don't care so much about what technical HDR the people want. We will provide every HDR flavor there is, because I think it's important that we work creatively with that and we get the best out of a system. But if a client wants Dolby Vision from us, they get Dolby Vision. If they want HDR10 or PQ or HLG, we will provide the service. And I think that's the technical side is always, we shouldn't narrow down the creative side because of technical reasons. And so. Alors, Andy, le coloriste est vraiment un maillon central dans la chaîne HDR. On l'a vu même à l'issue de ces 2 journées, on a beaucoup parlé de ça. Votre présentation ce matin était en partie d'ailleurs liée à ça. Moi, j'ai compris que donc il fallait s'y mettre et utiliser donc cette méthodologie, notamment au niveau de la post-production, en utilisant l'espace le plus large qui prépare à éventuellement des sorties HDR pour plus tard, l'espace l'espace Filmlight ou ACES en tout cas. Là encore, est-ce que c'est la solution pour envisager le futur du HDR au mieux et simplifier le travail de tout le monde en fait? We're not really let's say taking sides for any of the HDR standards because we know that we need to make sure that our clients can deliver to all HDR standards that they are on the market, and we need to make sure that our clients, let's say, can get these standards out of the system with as less effort as possible. And I also agree that the technical delivery necessities should not influence, let's say, the creative side while generating the masters. So this is actually something that we're really focused on right now, is to help people not only get some HDR out that meets the specs, but we're currently heavily involved in generating what I might call like an aesthetic HDR. So we try to help people not generate like HDR demo content that's shiny and sparkling everywhere, but to really add a value to maybe the storytelling or to the aesthetics, to the images, and to do some really nice looking HDR images. And so I think, let's say the whole approach that I presented this morning with our look system that's capable of going to HDR, that's our idea for the future to be able to generate beautiful looking HDR images and without hopefully too much interference from the technical delivery process that comes after it. Yeah. Alors, durant les présentations que vous avez peut-être suivies, hier, il y a un des intervenants, un des associés qui a dit, je ne vais pas le citer, mais il se reconnaîtra, le HDR, à regarder dans l'obscurité, c'est impossible, ça bousille les yeux. Est-ce que, je voudrais que vous réagissiez à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est finalement qu'un bon HDR pour le public? Qu'est-ce que c'est qu'un bon niveau de blanc? Qu'est-ce que c'est qu'un bon niveau de noir? Je dirais plus physiologiquement. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Et là, la question, ça se pose à tout le monde. Je ne sais pas qui veut prendre la réponse. C'est une question piège. Yeah, no, I would like to start because I think for me as a colorist, there is no correct white point in HDR. We always think, like coming from SDR,
diffuse white is at 100 nits, and that's a level, and I have to hit that with everything which is brighter. And in HDR, that doesn't exist. And I think it's really dependent on the show you're doing. So if I'm doing animation film, a kids film, my whites might be much brighter than if I do I don't know, a medieval costume film. And so I think that is the great thing now. What we're facing is, well, we're not facing it, we're embracing HDR and using the best possible image in an HDR world. And I think that's a great thing. For me, I always say HDR is like, I play in a little sandbox, and once HDR came around, that sandbox just got much bigger, and it's great times for a colorist, because we can create things and we can use the HDR and the look for storytelling, and I think that's the basis for everything. You know, color grading is not so much about making something cool, and it's about telling a story and emphasizing feelings and emotions. And I think I feel much more liberated in HDR doing that. But I think that the question to the right whites, it is really dependent on the project. Juste un petit complément, parce que c'est vrai qu'on a cette tendance tous à dériver automatiquement la question du HDR vers la luminosité de l'image, les blancs, etc. Oui, c'est sûr, en HDR, on va avoir plus de détails, plus de rondeur, de la colorimétrie qui va rester dans les hautes lumières, alors qu'avant, qu'elle était beaucoup plus compressée, etc. Mais je rejoins complètement ce que mon collègue disait. On n'est pas obligé, quand on fait un master HDR, absolument d'atteindre ce blanc hyper brillant, etc. Même dans des spéculaires et autres. Ce qui est intéressant dans le HDR aussi, c'est les nuances dans les noirs. D'accord ? Et donc là, je reviens sur ta question. Oui, on peut voir tout à fait quelque chose de très beau en HDR dans le noir, sans avoir une image en effet hyper brillante, hyper lumineuse qui va devenir agressive, mais en travaillant des nuances dans le pied de courbe que peut-être avant, on ne pouvait pas forcément avoir. Donc rappelons-nous toujours que le HDR, c'est vraiment la dynamique complète qui augmente. Et ce n'est pas uniquement avoir des hautes lumières plus détaillées et éventuellement plus brillantes, mais c'est aussi le détail dans les bas. Il faut se rappeler de ça. Est-ce que... Oui, on dit. Yeah, and also one thing I want to add is I will also not give you the numbers for perfect black and white. So, but also one thing that I really like to point out is that HDR is also interesting on a temporal basis. So not every single frame needs to use the full range of going from deep blacks to full whites. So I, as a colorist, I think it's really interesting. Also having one scene that is maybe playing outside in the sunlight that can be really bright and shiny, much brighter than you would see it ever in SDR, but without any strong blacks. And then we go to a night shot maybe, or to the inside, and then we can have a really dark scene suddenly, and that will maybe then not go above 100 nits or just rarely, but you can have like a really interesting contrast then, let's say, along the time base of a project. And that's, I think, a really interesting way to play with it, so that each single frame is maybe not very HDR-ish, but the project itself has a really nice, let's say, dynamic and nice flow with it. J'allais poser la question, est-ce que vous avez fait des blind tests chez Barco, entre guillemets, sur le, si on peut dire des blind tests, sur le rendu HDR? On faudrait en faire. Enfin, moi, on a rendu personne aveugle. On a fait des blind tests dans la limite des... on a utilisé une société d'ailleurs pour faire ça, parce qu'il faut faire attention à ne blesser personne. Donc, on a fait des tests effectivement, des tests de perception, pas sur des images abstraites, des tests patterns, mais sur des vraies images qui ont été calibrées, où on allait chercher différents niveaux de lumière, des différentes dynamiques à l'intérieur de l'image. Pour l'instant, on garde ces résultats-là pour nous, mais on a eu des choses assez surprenantes. Et il y a aussi une façon de préparer l'image et le spectateur à une dynamique plus grande, qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher très très haut les lumières. Si on va dans les 200-300 nits, on peut avoir l'impression d'un 500 ou plus. Si dans l'image on a travaillé, Andy parlait tout à l'heure d'avoir une dynamique qui varie dans le temps.
On avait discuté sur un projet qu'Andy avait fait aussi sur le niveau de noir qui tu avais fait baisser pour préparer à une scène et pour que la scène soit plus impressionnante. Et on a cette possibilité-là maintenant dans la HDR de faire des petites variations, d'avoir des noirs qui sont satisfaisants, mais d'aller encore les chercher plus bas pour exploiter la dynamique, au lieu de, oui, effectivement, tout le temps aller chercher en haut, en bas. Ce que je voulais apporter comme autre témoignage tout à l'heure, c'est on s'est rendu compte que le HDR avait aussi une grande utilité pour les textures. Et on arrive sur des films en costume à avoir des choses très intéressantes entre des costumes, par exemple, de rois, de princes, ornementés de broderies et de choses qui brillent. Et des tissus qui ont eux-mêmes une texture particulière. On arrive à faire ressortir ça parce qu'on a des contrastes locaux qui sont beaucoup plus, qu'on peut beaucoup plus travailler que en SDR. On doit garder quand même, on ne doit pas trop déranger la dynamique de l'image complète. Mais ça, c'est plus aux coloristes et aux gens de caméra que je ferai cette remarque-là, mais c'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris positivement. C'est-à-dire qu'on peut aller vraiment chercher quelque chose à l'intérieur même de l'image, pas forcément dans la dynamique complète. Et moi, je pense effectivement, pourquoi pas faire un test aussi à partir d'un film que tout le monde connaît, un film classique, puisque maintenant on voit qu'il y a des restaurations de films classiques en HDR. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une question jusqu'où aller dans la restauration. On a déjà posé cette question lors des différents panels. Mais proposer à une audience un film classique que tout le monde connaît dans une version HDR, leur dire voilà, finalement, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez, ça serait peut-être pas mal. Ça, ce serait pas mal. Alors, j'ai voulu terminer un petit peu rapidement ma présentation tout à l'heure, mais la dernière slide. On est là pour continuer. Oui, la dernière slide, c'était on est justement disponible pour tester avec des chefs opérateurs, avec des labos, faire des projections et participer à tout l'effort qui est fait pour amener le HDR au cinéma. Donc ça fait partie effectivement des tests comparatifs comme ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. On a fait ça à CinemaCon en montrant le SDR et le HDR sur 2 projecteurs différents. Donc sans tricher, je veux dire, avec 2 grades qui sont vraiment ce qui est sorti à l'étalonnage en mieux, ce qui a été fait de mieux. Donc on n'a pas essayé d'augmenter la différence. Et des fois, c'est dur d'aller dans un clip trouver une vraie différence parce que le SDR a un vrai sens sur certaines dynamiques. Et dans le même clip, à la fin, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans l'image et là, on a une vraie différence. Donc c'est intéressant de montrer SDR, HDR. Alors, une autre question, c'est sur la communication interne de l'équipe. On voit qu'il y a beaucoup aussi de choses qui ne sont pas bien comprises, même de la part de certains membres d'équipe technique. Mais alors, comment arriver à améliorer cette communication entre le réalisateur, l'opérateur, le coloriste, bien sûr, et arriver à travailler sur les possibilités vraiment artistiques qu'offre le HDR? C'est peut-être un peu trop vague. Mais... No. I think, it is on a feature film, the DOP and the director would come in before they shoot and create a look for SDR, for cinema, with the colorist, and they would take that look on set. That's what has been happening. With HDR, nothing changes. We do the same thing. We just do that for HDR now, and they take the look on set in an HDR world. Now the question is, where can they see HDR? So I think that's more something for the monitor manufacturers. The question is, where are our on-set HDR monitors, which there are not many. Maybe you're presenting a solution which is good, because we need every solution at the moment, because the expensive HDR monitors we're using in post-production are just too expensive to use on set. But I think it is important. Once you created something in HDR, you have to look at that on set in HDR. And there are means, there are
models from TV manufacturers, which are not that pricey and which can be dealt with on set. And then the good thing is, once you see your HDR image on set and you know this is what it's going to look like in HDR later on, then there are no surprises in post-production. And the same applies to editing, basically, and VFX. They have to see their images in HDR. That's just the way we have to. So we have to work from beginning till end in HDR, and then that will work fine. And but yeah, I think that it is a matter of thinking about a project in the beginning, before shooting. Do we want HDR? Is that our main focus? For a Netflix show, that is mainly yes at the moment. So we will generate an HDR look in advance and use that through the production. Voilà. De notre côté, donc chez Sony, pour la partie on-set monitoring, nous ce qu'on propose, pour pas avoir un moniteur trop grand, comme disait Philippe, la majorité des moniteurs qu'on voit sur le terrain, c'est 17 pouces. Ça monte aussi des fois jusqu'à des 20-25 pouces pour les roulantes des DIT. Et donc nous, ce qu'on propose en monitoring HDR, c'est un moniteur de référence qui s'appelle le BVM E171, qui fait 17 pouces, qui est exposé là juste derrière sur le stand de la DIT, l'association des DIT français. Et voilà, ça permet d'avoir un moniteur qui a une référence max pic à 600 nits et qui permet de travailler comme ça. Donc là, c'est sûr que c'est le premier élément, pour répondre à ta question, c'est d'avoir un élément visuel de référence. Le deuxième, pour ceux qui s'en rappellent, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y a eu cette vague de passage au numérique dans des années 2000 plus et autres, on voyait souvent, puis ça a disparu depuis, il y avait le petit oscilloscope sur le terrain au début pour comprendre c'était quoi le signal vidéo, et ça voulait dire quoi de clipper un signal, et ça voulait dire quoi des canaux rouge vert bleu débalancés, voilà, toutes ces infos là. Maintenant, avec l'expérience, ça a disparu, mais aujourd'hui aussi les outils de mesure permettent aussi d'avoir des équivalents nits, des équivalents de luminosité, et qui peuvent, alors sans aller dans un tournage, c'est pas un truc scientifique, mais c'est un outil de mesure, et ça permet aussi, en complément du monitoring, de se dire tiens, voilà à peu près les niveaux de luminosité, les pics luminance dans lesquels on est en train de jouer au niveau de l'enregistrement du signal. Ça va, je vais m'arrêter là. On constate donc au niveau de la diffusion que la télé a pris énormément d'avance, et notamment, vous avez déjà prononcé donc 2 ou 3 fois le nom de Netflix. Est-ce que pour vous, le futur finalement du HDR, ça passe essentiellement à travers la distribution donc sur plateforme, ou est-ce que vous voyez finalement le HDR évoluer autrement? Voilà, c'est aussi une question sur les relations avec cette plateforme, dont on va beaucoup parler dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on se prépare au niveau des moniteurs, mais on n'a pas la demande de la part des chefs opérateurs pour avoir une image HDR sur le plateau. On a des habitudes de tournage, on veut des moniteurs qui soient légers, facilement transportables, qui marchent sur batterie, et les moniteurs les plus performants sont les moniteurs Sony, ne sont pas possibles sur un plateau. C'est forcément dans une salle à part qu'on regarde le soir les rushs. De toute façon, les caméras, elles, captent une image HDR. Donc, yeah, and I mean, also following your last question about where's HDR going, I can't predict where it's going. I can just say what I would wish to see. So I'm personally going. I love to go to the cinema, and I just hope that also that we will see some HDR movement. Let's say also going to the cinema, and that let's say that the technological maybe improvements are not only driven by the TV market only. So I would just personally also love to see a little bit more maybe HDR in the future in the cinema, and that going to the cinema to see a film is not something that, let's say, will diminish from our society. No, I think at the moment, yes, the driver for HDR is the streaming services, Netflix, Amazon. But I think we will see, I mean, there is still a lot of work being done for the theoretical releases. And I think it's very important because the question earlier about
older restoration of older projects shot on negative. I mean, we basically lost dynamic range in projection when we moved from film to digital. And old print film could easily do a higher dynamic range. I mean, we had even maybe 80 years ago, we had print film. We had print film which actually exceeds the P3 color space and dynamic range of what a normal digital projector can do. So for cinema, it's very important that we embrace that HDR as well and keep on going in that direction, because it is actually something we lost in the process of going to digital. And for me, I mean, I always say the Dolby Vision cinema is for me like the premiere print we had 20 years ago. And I think it is, yes, we will see that coming back as well. Alors, je posais la question parce qu'il y a eu quand même cette année un événement, c'est le film d'Alfonso Cuarón qu'on a vu pour les plus chanceux à Caméra Image et quelques-uns en salle, mais c'est un film bien sûr tourné en HDR avec une caméra splendide, la caméra, le vaisseau amiral de la ligne de chez Arri, et qui finalement, pour la plupart des gens, est diffusé en télé uniquement. Ah oui, alors donc je peux répondre parce que oui. Je suis arrivé. Voilà, c'est le témoin tard, Netflix. Voilà, je suis arrivé tard à Caméra, donc je n'ai pas pu voir avec toi, mais j'ai vu chez moi donc en 4K Dolby Vision donc Roma. Et donc c'est un très beau. Alors ouais, l'image est très très belle. Hein, ça, franchement, ça mérite largement la nomination, voire le gain pour la meilleure image là aux Academy Awards. Ce qui est intéressant, moi, je vous donne juste mon retour de spectateur. Hein. C'est intéressant à voir parce que c'est pas du tout une démo par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, une démo technologique de voilà, c'est une image qui est assez posée. Ce sont des plans très doux, très fixes, des panneaux très lents. Il y a beaucoup de détails dans l'image, ça se passe beaucoup à l'intérieur de cette maison. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de découvertes, beaucoup d'ouvertures de fenêtres et autres. Donc l'image est assez bien balancée, assez équilibrée. Moi, j'ai regardé le film en entier. Évidemment, au début, quand la télé switch, et on voit bien, hein, dès qu'on le lance sur Netflix en Dolby Vision, il y a le niveau de lumière qui monte. Donc c'est à ce moment-là, on se fait la remarque. Mais après, derrière, dans le film entier, l'équilibre est là. Et je ne me suis jamais dit à un moment particulier, tiens, là, le HDR, il me fait mal aux yeux ou autre. Donc je pense qu'il y a eu une attention, enfin l'équilibre en tout cas, pour ce film est là. Et c'est vrai que l'Alexa 65 est très très belle sur ce film. Je pense qu'il est temps d'ouvrir un peu la parole aux gens s'ils ont des questions. J'imagine qu'ils vont avoir des questions. Je vais peut-être pas pouvoir me lever, mais en tout cas, voilà, on va donner le micro à Dominique. Levez la main si vous avez des questions. Oui, bonsoir. On voit bien que le HDR progresse beaucoup plus vite en télévision. Et théoriquement, la norme HDR pourrait monter jusqu'à 10 000 nits. Et je voulais savoir si dans les tests que vous avez faits ou dans le développement, on commence à identifier un palier. Parce que déjà, à 1000 nits, c'est dynamique. On voit le moniteur Flanders qui monte à 3000. Et chez Dolby, le moniteur à 4000 nits, c'est quand même très, très dynamique. Est-ce que 10 000 nits, ça reste une norme théorique ou est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être amené à être réétalonné peut-être quand on montera encore plus? Effectivement, on vous disait, on a la même réponse, c'est que le 10 000 c'est théorique parce que c'est un contenant qui permet de mettre n'importe quelle image pour les 10, 15, 20 prochaines années. Donc il n'y a aucun contenu qui va jusqu'à 10 000 nits. Il y a un moniteur qui fait du 1000 nits mais en LED blanche, pas en RGB. Donc il y a un écran, un volume de couleurs assez limité, et ils utilisent ça pour des applications qui ne sont pas du tout de l'image cinéma ou télé. Je pense que personne n'est allé au-delà des 3000 nits, et là, peut-être que je peux te repasser le... Oui, non, pour complémenter, oui, en Dolby Vision, il y a cette courbe. Si vous regardez les courbes, hein, si vous comparez la courbe, un S-Log 3, un HLG,
un hybrid log ou un PQ, vous le comparez avec la partie de vision qui va très loin, elle est très plate. Elle va très 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 loin, donc vraiment c'est un modèle pour dire oui, on peut encaisser. Si vous regardez dans la nature, journée de plein soleil ou dans une forêt avec des découvertes et tout, vous allez avoir des rapports de contraste incroyables et vous allez pouvoir monter à des niveaux de luminosité très hauts qui vont pouvoir rentrer dans ce modèle-là. Mais après, si on revient dans dans la réalité de c'est quoi les valeurs normales d'un film, et comme je disais tout à l'heure, hein, c'est même pour la partie fiction, cinéma, c'est déjà beaucoup plus ténu que ce qu'on peut voir en dit broadcast ou sport, ou peut-être films d'animation qui, ceux-là, sont des luminosités plus élevées, plus clinquants. Oui, nous, ce qu'on a regardé en faisant juste quelques mesures comme ça, c'est que les pics de luminosité, souvent, allaient 200, 300, 400 nits, et que du coup, avec un moniteur comme celui qu'on propose, nous, avec une dalle étale à 1000 nits, on était déjà dans une épure suffisamment large pour gérer l'équilibre tonal de ce que c'est qu'un long métrage ou une fiction. Just also to add something small is that I think that, I mean, the 10,000 nits is, yeah, as Jean-Philippe said, it's a large container, and I think, yeah, it's made to be future-proof. And but I think that the majority of images, they don't have the necessity to have peak highlights going up to 10,000. Maybe just, let's say, a small fraction of images. And the question about do we need to regrade the images? I think, let's say, if we look at the history of the industry, I think probably, yeah, we need to at least have a look at these images again before we release them and maybe slightly touch them, because usually if we have ideas like let's do it very future-proof, then it often proves that it was not that future-proof because something was not thought of, and then people had to remaster it again and again and again, like HD, 4K and everything. So I think probably, yeah, we have to at least touch the images then and again. Oui, moi je voulais réagir un peu à ce que disait notre ami de Panavision, qui dit que pour l'instant il n'y a pas de demande de tournage dans l'HDR. Est-ce que le problème, c'est pas que pour l'instant, enfin c'est pas un problème, c'est un avantage, c'est que toutes les caméras qu'on a actuellement sont compatibles HDR. Elles font toutes 14, 15 diaph. Et est-ce que du coup, est-ce que c'est pas un choix de post-production, d'étalonnage en fonction des diffusions? Est-ce que c'est pas le choix du HDR? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient, en fait, somme toute, assez tard dans la chaîne de production et qu'il ne faut pas tellement le craindre en termes de matériel de location? I mean, I hope that we don't generate HDR in post only, because it's kind of the DOP, he shoots for an image and he shoots for the image he sees on set. And if that's something else later on, then what's the point? You know, like, you have to know your goal, what you shoot for, and you have to see that then and there. I mean, the solution is at the moment not always on set, but we as a post-production company also provide on-set services. So we have a on-set or near-set van with HDR capabilities. So that's actually something DOPs use on Netflix shows. So they can go during lunchtime or after the shoot in the evening to the van and just look at the image in HDR. But I think it is not something we should think of which gets generated in post later on, because we generate something on set and that needs to be a fixed goal, and it's not something HDR is not a button we turn on later on. It's in the project, and then the DOP shoots for that, and he will do things maybe different if he shoots for HDR than for SDR. Le retour que nous on a est à peu près similaire aussi. Sur les différents tournages, on nous a dit que la lumière en HDR, il faut faire beaucoup plus attention, par exemple sur les plafonds, quand le plafond est rempli de panneaux LED, pour simuler soit le journée ou soit un vrai plafond lumineux. Quand on sait que ça va être compressé pour le rendu final en P3 SDR, on n'a pas la même attention à ce qu'on met comme éclairage au niveau de la diffusion et des gradients que si on sait que tout sera visible en HDR. Donc il y a des choses qui ne changent pas, mais il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Et donc je ne sais pas si le SDR-HDR est interdépendant. Si on a fait attention pour le HDR, du coup on peut faire
le choix pour le SDR est évident, ou s'il faut vraiment avoir un regard sur les deux rendus, du coup sur le plateau, pour pouvoir bien juger de la lumière. Oui, merci. On a beaucoup parlé de captation, de vue sur le set, de rendu final. Qu'en est-il de la projection? Je sais que vous avez eu, j'arrive tard dans la journée, hein. Je sais que tout à l'heure vous avez eu un keynote Barco. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été dans ce cadre-là. Il y a l'éclair color. Je fais partie d'une salle qui s'appelle le Saint-Germain-des-Prés. Je travaille donc aujourd'hui au Beauregard. Nous diffusons Roma en salle, ce soir même encore. J'aimerais en savoir un tout petit peu plus sur ce qui va se passer entre l'éclair color et ACES, parce que je crois que c'est quand même le modèle universel qui va à un moment donné jouer l'espace pivot en fait. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir en salle? Nous, on a soutenu Éclair Color avec les projecteurs au contraste. Donc, Éclair a travaillé avec Sony et avec nous pour arriver en salle avec de l'Éclair Color. Donc, on a soutenu de manière technique. On n'était pas partie prenante de l'initiative Éclair Color. On trouve que c'était bien de retourner dans les salles en parlant images. Et pas juste économie du cinéma. Donc voilà ce qu'on pouvait faire avec le meilleur de la technologie. Donc Éclair a essayé de tirer parti de ça. Ce que je voulais rajouter sur l'avenir du HDR dans le cinéma, c'est peut-être ce qui se passe aux États-Unis avec le DCI, donc le Digital Cinema Initiative, qui a été formé pour faire la transition de l'analogique au numérique, qui maintenant travaille au HDR. Donc il y a une deuxième version des normes DCI qui sont pour le HDR. Et c'est en train d'être discuté. Là-dessus, nous, en tant que fabricants, on a été appelés par DCI pour fournir nos retours par rapport à ce qu'ils ont. Ils ont fait déjà une première version, un brouillon de ce qu'ils pensent être la norme pour le cinéma. Le processus est que les fabricants répondent et à la fin, DCI tranche ou alors s'occupe de faire en sorte qu'il y a une seule norme qui sera la norme utilisée pour amener le HDR au cinéma.